Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je l'attendais particulièrement parce qu'on va annoncer du coup ma sélection, hein, c'est pas toutes les sorties littéraires parce que il y en a un paquet, mais ma sélection des sorties littéraires de janvier 2021 et ça fait vraiment du bien de se projeter du coup en 2021, on va tourner tous ensemble cette page de 2020 et je crois que ça va faire du bien. Donc voilà, si vous êtes prêts, on commence dès maintenant parce que j'ai retenu 25 titres. Vous allez trouver du contemporain, du young adulte, de tous les genres, du manga, de la BD, bref, il y en a pour tout le monde. Donc on y va, on se dépêche et c'est parti. Alors pour le 5 janvier, je vais commencer avec le tome 2 d'une duologie du coup fantasy young adulte il me semble. Il s'agit du livre 2 intitulé Eclipse de la duologie Lune Ardente de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Je vous avais déjà présenté du coup le livre 1 à sa sortie, donc je vais pas faire un gros résumé, on suit simplement deux clans, les sombres lunes et les sangs de soleil qui s'affrontent depuis la nuit des temps et on va suivre en particulier la princesse d'un des clans, Siobhan ou Shivon, ça dépend comment on le prononce, du coup qui va pactiser avec le roi du camp ennemi. Bref, je n'en dis pas plus, je vous mets tous les liens en barre d'infos évidemment, mais voilà. On va clôturer du coup cette duologie et je crois que ça va faire plaisir parce que le tome 1, moi je l'ai pas encore lu, mais il avait du coup convaincu beaucoup de monde. Dès le lendemain, le 6 janvier du coup, va sortir un tome 2 également chez Big Bang. Il s'agit du Serment de l'orage de Gabriel Katz. Là encore on est sur une saga young adulte, je crois SFFF, en tout cas dans le monde de l'imaginaire, avec des chevaliers, avec le diable aussi je crois, bref. Je vous ai aussi fait un résumé dans une précédente vidéo, donc je vous invite soit à la consulter, soit à cliquer sur le lien du coup en barre d'infos qui va vous donner le résumé complet du coup de ce livre. Mais voilà, comme je m'y suis déjà arrêtée, j'ai pas trop envie de perdre de temps sur celui-ci. Voilà, je crois que ce tome 2 était également attendu, donc voilà, à noter. Le 6 janvier toujours va sortir le tome 1 des Voleurs de fumée par Sally Green aux éditions J'ai lu. Le résumé n'en dit pas beaucoup, je sais qu'on est sur un livre fantasy avec du coup plusieurs personnages, une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, bref, dans un monde magique au bord du chaos, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. En tout cas la couverture a vraiment retenu mon attention, donc voilà, et qui sait, peut-être du coup après mon défi Vite ta palle, ce sera peut-être l'un de mes achats. Le 6 janvier toujours sort cette fois en version poche le Rêve de Fèvre du coup par George R.R. Martin, donc le papa de la saga Le Trône de Fer, bref. Donc aux éditions J'ai lu toujours. Je crois que c'est un roman fantastique d'à peu près 500 pages, un peu plus de 500 pages, il me semble en version poche. Donc voilà, je vous avoue que j'ai l'intégrale 1 de la saga Le Trône de Fer dans ma bibliothèque, enfin dans ma palle, du coup pour l'instant il n'est pas lu et j'avoue que j'ai pas encore réussi à sauter le pas. Pour tout vous dire, en fait je suis pas sûre d'être totalement fan du genre. J'ai essayé la série à sa sortie, donc j'ai tenté de regarder l'épisode 1 et ça a été une torture pour moi de le regarder, vraiment. Enfin, c'est trop dur. C'est bizarre de dire ça parce que j'ai regardé des trucs vachement plus bref, mais j'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça une accumulation, un trop-plein, vraiment un trop-plein d'horreur, mais de tous les genres, bref, non. Ça l'a pas du tout fait, alors on m'a dit oui, il faudrait aller plus loin que l'épisode 1, vraiment, enfin, mais j'ai pas réussi à sauter le pas. Et du coup je me dis, oh là là, mon dieu, ça se trouve en livre, ça va être encore plus horrible. Bref, on n'est pas là pour parler du Trône de Fer, mais du coup je me suis dit que le Rêve de Fèvre, par contre, sur un format fantastique, enfin sur un genre fantastique, ça pouvait peut-être m'amener à l'écriture de George R.R. Martin. Bref, donc au niveau du résumé, je crois qu'on est au milieu du 19e siècle, dans le Mississippi. On va suivre, je crois, un homme qui s'appelle Joshua, il me semble, qui est armateur, aux allures de dandy un peu gothique, qui décide de relancer du coup un bateau sur le fleuve. Bref, de cargaison, de chargement, enfin
peu importe. Du coup, sauf qu'il veut absolument rester maître des horaires de la destination. Il a une cabine hermétique, je sais pas trop quoi, où il faut absolument pas qu'on le dérange. Voilà, et du coup, le capitaine du bateau, lui, est super content de relancer l'affaire, blablabla. Mais au bout d'un moment, une vague de meurtres, du coup, semble être liée en fait au... comment dire, au trajet, enfin du coup oui, au trajet de ce bateau. Et donc voilà, alors enfin je sais absolument pas de quoi il retourne exactement, je sais qu'on est sur un roman fantastique, je me dis vu la manière dont c'est amené, peut-être une histoire de vampire. Mais alors là, je m'avance carrément, aucune idée. Bref, j'ai trouvé la couverture et le résumé assez intrigants et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas. Peut-être avant de me lancer dans la découverte du Trône de Fer, peut-être de passer par un autre roman, déjà pour m'habituer, je pense, à l'écriture aussi. Donc voilà, pour voir si j'accroche. Donc en version poche, ça n'engage à rien, enfin entre guillemets, ça n'engage à pas grand chose en tout cas. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion. Du coup, j'ai eu envie de le noter. Toujours le 6 janvier sort du coup une romance contemporaine, donc il s'agit de La première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve de Colleen Hockley. Alors là je suis pas sûre de la prononciation, bref, chez Hauteville. Donc comme je vous disais, on est sur une romance contemporaine d'à peu près 380 pages. Et on va suivre dans cette histoire Mia, qui est une femme somme toute parfaitement heureuse, bien installée, avec un mari idéal, du coup une maison parfaite, blablabla. Sauf que la nuit, du coup, elle rêve depuis des années d'un homme en particulier, qu'elle ne connaît absolument pas, jusqu'au jour où elle déménage en Pennsylvanie, dans une petite ville, et elle tombe finalement sur cet homme, qui est à la base un parfait inconnu, et fait étrange, du coup cet homme lui révèle que lui aussi, il a rêvé d'elle depuis X années. Et ils vont essayer ensemble de percer un petit peu ce mystère, de comprendre si ce sont réellement de vrais inconnus, bref. Et ça va entraîner bien sûr des répercussions dans leur vie présente. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympathique. L'autrice a été vraiment saluée par la critique. Je crois qu'elle a été lauréate d'un prix en 2019, hein, si je me trompe pas. Et du coup, voilà cette histoire de destin, de choix de cœur, enfin... Bref, je me suis dit que ça pouvait être un mélange assez original, donc voilà, pourquoi pas. Aux éditions Hauteville, toujours et toujours, le 6 janvier, du coup à mon avis ça va être une date à retenir, en version poche va sortir La vie à portée de main de Catherine Santer. Donc en version poche, on est sur un livre de 336 pages à peu près. Dans cette histoire, on va suivre donc Libby, qui est une femme qui a perdu son mari et qui vit depuis chez sa mère, avec qui apparemment les relations... Voilà, sont pas tout à fait faciles, ça n'a pas l'air d'une femme absolument sympathique. Voilà, jusqu'au jour où Libby reçoit, je crois, une lettre de sa tante Jean qui habite dans une ferme au Texas, au fin fond du Texas, je crois. Bref, elle prend ses enfants sous le bras dans un minivan et elle taille la route pour rejoindre du coup sa tante et s'installer du coup dans cette ferme, à l'abri de tout, enfin vraiment recommencer un petit peu quelque chose. Vous vous doutez bien qu'il y a une romance dans le fond, puisque je crois qu'il y a un fermier qui doit pas être désagréable à regarder, bref, voilà, un peu bourru et tout. Et voilà, va commencer alors du coup une toute nouvelle vie pour Libby. Et voilà, je pense dans son processus de deuil, etc. On va suivre tout ça et donc voilà. Bref, une petite romance encore contemporaine, je pense sympathique à suivre. Il y a des enfants, il y a une ferme au fond du Texas, ça va être cool. Moi je me dis ça me tente bien. Le 6 janvier toujours, mais alors par contre on change totalement d'ambiance chez Albin Michel avec la sortie de Retrouve-moi par Lisa Garner. On est ici sur un livre de 480 pages, on est bien au courant de ce que peut écrire Lisa Garner. On est sur un thriller policier où on va suivre une enquêtrice, Didi Warren, qui va enquêter, qui va s'attaquer du coup à une affaire apparemment assez violente d'une famille sauvagement assassinée où la seule rescapée est la fille de 16 ans qui était apparemment sortie promener les chiens. Voilà, et Didi, du coup, en fouillant dans le passé, je crois, de la mère, va s'apercevoir d'une histoire assez compliquée avec de l'alcool, des violences, bref, rien de très très chouette a priori. Donc voilà, et du coup, Didi, je crois, va se lancer aussi à la recherche du coup de cette fille de 16 ans qui
d'après ce que j'ai compris du résumé, mais là je m'avance peut-être un peu, semble avoir disparu, d'où le titre Retrouve-moi. Donc voilà, je n'ai pas encore lu de Lisa Garner, j'en ai parlé il y a pas longtemps du coup avec l'une d'entre vous qui m'a rappelé du coup à son bon souvenir, bref. Et voilà, ça m'a rappelé qu'il faudrait vraiment que je lise, du coup que je tente un Lisa Garner pour essayer. Donc voilà, peut-être que ce sera l'occasion avec cette sortie de Retrouve-moi. Dans le monde de la BD, le 6 janvier toujours, va sortir le tome 1 de la BD Alison Ford, je crois, qui va s'appeler Le Temple du Jaguar par Joris Chamblin, évidemment, et Olivier Frazier chez Vent d'Ouest. On est ici sur une BD tout public, entre action et aventure, qui va raconter l'histoire d'Alison Ford, donc 11 ans, qui vit dans les années 1960, je crois, à Canterbury en Angleterre, et qui vient d'une famille un petit peu particulière, une famille de célèbres explorateurs, et le jour où ses parents, je crois, enfin voilà, ne lui donnent plus de nouvelles depuis des mois, elle va se lancer elle-même à leur recherche, à l'aventure. Bref, on est un peu entre Indiana Jones et Lara Croft, hein, clairement. On est sur une nouvelle, du coup, aventurière, donc ça promet, vraiment ça promet. Et Joris Chamblin, qui est quand même le papa du carnet de cerises, du coup, moi je fonce tête baissée, vraiment tête baissée, parce que je n'ai pas encore découvert cette BD, bien évidemment, mais pour avoir lu les carnets de cerises, où j'ai été autant conquise par les dessins que par le scénario. Alors là, moi j'y vais les yeux fermés, vraiment c'est une BD que je suis à peu près sûre de découvrir, en tout cas très bientôt. Donc à noter, du coup, le 6 janvier chez Vent d'Ouest. Le 6 janvier toujours, chez Albin Michel Jeunesse cette fois, va sortir le tome 5 d'une saga jeunesse voilà, très connue. Il s'agit d'Arnaud, le valet de Nostradamus, avec ce tome 5 intitulé La Tour Mystérieuse par Annie Jay. Donc cette petite saga jeunesse, du coup conseillée à partir de 8 ans, a fait déjà pas mal d'heureux. Et vraiment à chaque fois je note la sortie des nouveaux tomes parce que je me dis que ce serait aussi une sympathique histoire à découvrir. Donc du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Entre du coup l'histoire de ce jeune garçon pauvre qui a approché Nostradamus d'abord pour lui voler sa bourse et du coup qui s'est fait finalement engager en tant que valet et qui va découvrir du coup un monde entre la cour, les personnages historiques, du coup des complots, etc. et aussi les avancées scientifiques, enfin tout ça, tout ce monde là je trouve que ça peut être hyper intéressant du coup, donc voilà, à noter. Le 6 janvier sera définitivement une date à retenir puisque sort aux éditions Pika le tome 2 de l'éternelle édition de Sailor Moon Pretty Guardian par Naoko Takeuchi. Donc là on est sur un manga, ici en une édition collector du coup hardback, vraiment qui regroupe je crois plusieurs tomes par rapport aux éditions du coup originales. Bref, on est voilà sur un manga de mon enfance que j'adorais et je serais vraiment très curieuse de le découvrir en manga et dans cette magnifique édition encore plus. Donc là je suis assez contente parce que du coup le tome 2 sort et voilà, avant d'attaquer le tome 1 je me dis ce serait bien d'avoir le tome 2, pourquoi pas trop loin. Donc dans cette histoire en fait on va suivre Usagi Tsukino qui a je crois 14 ans au début de l'histoire, qui est une jeune fille voilà hyper sympathique mais ultra maladroite, bref. Et le jour où elle rencontre Luna, un chat du coup avec un croissant de lune sur le front, sa vie va radicalement changer. Du coup Luna est... Enfin, je veux pas trop vous en dévoiler, mais du coup elle va lui remettre quelque chose qui va donner un certain pouvoir à Usagi et qui va lui permettre en fait de se transformer en une sorte de guerrière pour protéger... Bon bref, les tenants et les aboutissants vous les découvrirez, mais voilà, il y a toute une équipe du coup de guerrières et voilà, moi c'est un manga vraiment de ma jeunesse que j'adore, donc je vous le conseille. Le 6 janvier encore et toujours, on change par contre radicalement d'ambiance avec Solitude, le nouveau roman de Nico Takian aux éditions Kalman Levy. On est ici dans un roman policier a priori où on va suivre Ellie Martins qui est un garde nature dans le massif du Vercors, puisque oui, toute cette histoire va prendre place dans le paysage du Vercors et du coup un paysage un petit peu hivernal, hein, vous savez bien. Donc il y a à peu près une douzaine d'années je crois, une blessure du coup par balle,
là je m'avance peut-être, une blessure par balle du coup a rendu un petit peu amnésique Ellie, et donc voilà, il essaye tant bien que mal de se reconstruire dans ce paysage du coup du Vercors, jusqu'au jour où il va découvrir du coup en plein milieu d'une étendue blanche de neige un pin du coup qui s'élève en plein milieu, et à ce pin est pendue une femme. Et cette vision du coup va réveiller quelque chose un petit peu enfoui dans ses souvenirs, et j'aime beaucoup parce que du coup la 4e de couverture en fait dit ceci: la victime est un message à son intention, il en est certain et il est terrifié. Moi je vous avoue que l'accroche, voilà, ça s'est fait là, je ne connais pas du tout la plume de l'auteur, donc ce sera l'occasion de la découvrir avec ce titre du coup qui fleure bon l'hiver. Ça y est, on passe maintenant au 7 janvier avec une sortie jeunesse. Il s'agit de la fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables par Anna Took aux éditions PKJ. On est sur un roman jeunesse d'à peu près 384 pages, conseillé pour les 8-12 ans a priori. On va parler de l'orphelinat de la Petite Tulipe, qui est un orphelinat apparemment mené d'une main de maître avec des règles très très précises sur la manière en fait pour les parents, entre guillemets, d'abandonner leurs enfants. Ils doivent suivre un protocole très particulier. Sauf que à la fin du 19e siècle, donc durant un automne, 5 bébés sont abandonnés hors protocole, hein, du coup hors mode opératoire, bref. Donc voilà, et on va les retrouver je crois 12 ans plus tard, où ils forment une bande assez soudée qui évite apparemment absolument l'adoption. Et donc la directrice de cet orphelinat du coup en a un petit peu apparemment ras la casquette du fait qu'ils ne suivent du coup aucune règle, que de ce soit leur adoption jusqu'à aujourd'hui. Donc elle semble apparemment passer une sorte de contrat avec un négociant pour que il les embarque en fait sur un navire sympa, enfin bon. Bref, donc a priori les enfants n'auraient d'autre choix que de s'enfuir. Voilà, le résumé s'arrête là, je n'en sais pas plus, mais voilà, ça semble être une chouette histoire encore avec voilà, des orphelins, mais du coup qui forment un noyau. Il y en a 5 du coup, apparemment ils sont inséparables, ils forment une vraie bande, et voilà, je me dis que ça peut être assez sympa. Fin du 19e siècle, on est dans une période que j'adore, donc voilà, moi je dis pourquoi pas, on se lance. Le 7 janvier, en version poche, va sortir le tome 1 de La Marque des Anges, intitulé Filles des Chimères par Lenny Taylor, aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Alors on est sur un roman de 528 pages hein, quand même, un bon gros roman poche. Voilà, Lenny Taylor, il me semble ne pas me tromper pour me dire qu'elle est entre autres connue aussi pour être l'autrice de la saga Le Faiseur de Rêves, entre autres, moi il me semble. Et ici on est sur l'amour impossible entre un ange et une chimère, donc voilà, avec une héroïne apparemment passionnante, pleine de charme du coup, dans un univers a priori très original. Alors au niveau du résumé, je n'en sais pas grand chose, je vous avoue. Je sais qu'on va parler d'une guerre millénaire entre deux peuples, et on va suivre notamment donc cette héroïne qui est une jeune fille de 17 ans je crois, nommée Karou, qui vit à Prague, qui est étudiante en art et qui voilà, croque énormément sur des créatures un petit peu monstrueuses, voilà, qu'elle ne connaît pas mais qui pourraient peut-être exister somme toute. Et Karou, son souci c'est que bien, elle est un petit peu particulière puisqu'elle parle plusieurs langues, dont certaines pas forcément humaines. Elle a les cheveux bleus, entre autres, je crois me souvenir, et voilà, elle ne sait pas forcément trop qui elle est. Et apparemment, cette jeune fille va se retrouver au cœur, du coup, de ce conflit entre deux peuple a priori pas forcément humain, hein, si j'ai bien cru comprendre. Donc voilà, on est un peu sur le schéma somme toute classique, mais du coup je me dis que ça peut être intéressant, et la version poche du coup c'est aussi sympathique pour découvrir, voilà, sans trop s'engager financièrement. Le 7 janvier toujours, donc sort aux éditions Akata le tome 1 de Tant qu'il le faudra par Cordelia. On est ici sur une young novel qui voilà, va parler entre autres de la thématique LGBT. LGBT d'ailleurs peut-être QIA+, hein, je sais pas du coup, j'ai pas trop fait gaffe, mais bon, LGBT voilà, en général on va dire ça de façon très large, donc c'est a priori conseillé à partir de 16 ans, donc attention quand même.
Je connais pas trop le contenu, donc voilà. Je sais qu'on va suivre plusieurs personnages. Voilà, il y a beaucoup de diversité toujours dans les romans de Cordelia, ou dans les BD ou romans graphiques, enfin peu importe, enfin bref, dans les ouvrages de romans Cordelia, je sais qu'il y a, voilà, c'est quelque chose à laquelle elle tient particulièrement, cette diversité, ces personnages toujours, voilà, ces minorités mises en avant, bref, tout plein de choses très bien. On va pouvoir plonger dans cette saga en 3 tomes, il me semble. Donc voilà, militante, où on va suivre en fait le quotidien d'une association, enfin de personnages qui sont membres d'une association militante. Voilà, entre romance, engagement et drama queer. Donc ça c'est ce que dit le résumé. Et tout cela dans un récit choral. Alors le 8 janvier sort aux éditions La Martinière Jeunesse un tome 2 que j'attendais parce que cette fois-ci je peux vous en parler puisque j'ai lu le tome 1. Alors il y a déjà quelques mois, hein, ça devait être en début d'année 2020 voire en fin d'année 2019. Bref. Donc il s'agit de Shadowscent, le tome 2 intitulé Crown of Smoke de P.M. Freestone aux éditions donc La Martinière Jeunesse. On est sur une saga du coup fantasy, voilà, à partir de 14 ans, donc young adulte, bref. On est dans un univers un petit peu arabisant où les parfums en fait voilà, sont de vrais pouvoirs et on va suivre entre autres dans cet univers Raquel qui est une jeune fille qui rêve de devenir parfumeuse hein, pour... Oui, c'est parce que j'ai les souvenirs qui me reviennent en même temps. Comment raconter ça sans dévoiler quoi que ce soit donc qui est une voilà, jeune femme qui veut devenir parfumeuse. Donc parfumeuse c'est voilà, c'est un très bon poste du coup pour gagner sa vie. Donc voilà, elle a un vrai don avec le parfum en général et du coup elle rêve, même si ça va être compliqué, de devenir parfumeuse. Sauf que elle est accusée en fait voilà, d'avoir empoisonné le prince du coup du royaume et pour essayer de sauver sa peau concrètement elle va se lancer à la recherche du coup d'un remède, de l'antidote du coup qui permettrait de le sauver et du coup par la même occasion de la sauver aussi et voilà, et du coup elle va faire équipe avec le soldat qui a été envoyé enfin le soldat, du coup qui s'est lancé à sa poursuite, qui a été envoyé du coup sur ses traces pour la retrouver et pour la capturer, bref, elle va finir par faire équipe avec lui, donc c'est Ash, et voilà, ils vont se lancer du coup dans un voyage, dans une quête, et c'était ultra intéressant, je trouvais ce premier tome, vraiment j'étais plongée dans cet univers, c'était très immersif, c'était c'était très immersif, très bien écrit aussi. Vraiment, moi j'ai eu aucun mal à me plonger dans ce monde. Et voilà, avec ses parfums, avec ses senteurs. En plus, il y a beaucoup de désert, beaucoup de sable. On adore. Il fait très chaud d'ailleurs. Donc voilà, c'était très sympa. Et puis la relation entre les personnages était aussi sympathique. À voir ce que donne ce tome 2, je suis assez curieuse de découvrir le fin mot de l'histoire. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est une duologie. Mais alors là, sans conviction, à vérifier. Mais voilà, je suis très contente que ce tome 2 sorte enfin. Vraiment, j'ai hâte de connaître la suite de leurs aventures. Parce que, vous vous doutez bien qu'à la fin du tome 1, l'histoire n'est pas finie, hein, concrètement. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé par la suite. Accrochez-vous, on est au 16e titre du coup, et cette fois je voudrais vous parler d'une sortie pour le 8 janvier, une sortie vraiment qui me fait de l'œil, mais qui me fait de l'œil, vous pouvez pas savoir. Il s'agit des Dossiers du voile d'Adrien Thomas aux éditions Fleurus. On est ici sur un roman fantasy où Adrien Thomas du coup vraiment tisse un monde au cœur de Paris. Ce qui est assez incroyable, fait du coup de toutes les créatures un petit peu fantasy ou fantastiques du coup qu'on peut connaître, les trolls, les fées, les sorcières, etc. Qui apparemment ça se bastonne un peu, ça a du mal à se réguler du coup dans les bas-fonds de Paris. C'est assez explosif et du coup il y a une police de régulation et donc va faire partie l'une des héroïnes qu'on va suivre, Tia Morcès, qui est lieutenant de police dans cette brigade un petit peu particulière et donc voilà, il va y avoir des enquêtes, des secrets, blablabla, mais ça me donne tellement envie, cette couverture est tellement superbe, bref.
Voilà, je crois que de toute façon on sent l'enthousiasme dans ma voix, mais voilà, vraiment c'est un titre qui me fait très très envie, j'aurais vraiment envie de le découvrir, surtout que je crois qu'Adrien Thomas c'est l'auteur aussi d'Engrenage et Sortilège qui me fait de l'œil, voilà, beaucoup, et de plein d'autres choses aussi, donc voilà, c'est un nouveau titre vraiment que je vais surveiller de près. Le 8 janvier sort cette fois aux éditions d'Argo Tout ce qui reste de nous de Rosemary Valero O'Connell. Là on est sur un album graphique d'à peu près 120 pages, donc young adulte, et plutôt dans un genre de science-fiction. On va suivre je crois 3 histoires, en fait 3 récits qui racontent un petit peu des choses pas super fun hein, a priori, mais voilà, sur le thème de la perte, du sentiment de faim, de l'importance des souvenirs, bref sur voilà quelque chose d'assez mélancolique, peut-être de contemplatif aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui voilà, qui me fait de l'œil aussi, je dois avouer, ça donne matière à réflexion a priori, et c'est porté vraiment par des illustrations, pas psychédéliques, mais un peu, voilà, un peu onirique peut-être, ce côté science-fiction est porté aussi par une certaine douceur. C'est très original je trouve, vous pourrez voir sur le site de Dargo, on peut feuilleter du coup quelques planches. La construction du récit est vraiment très intéressante avec des planches assez différentes qui voilà, qui s'entremêlent du coup, mais vraiment c'est un album à surveiller aussi de très près. Le 13 janvier va sortir La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall plutôt, de Michael Marshall aux éditions Brajlon. On est ici sur un thriller science-fiction je crois, d'à peu près 416 pages où en fait on va suivre la jeune Anna Green qui a somme toute une vie a priori tout ce qu'il y a de plus banal. Évidemment, ça commence toujours comme ça, j'ai l'impression. Et puis elle va se rendre compte de certaines choses, genre des machines qui convertissent les mauvais tours en énergie diabolique, des champignons qui parlent, le fait que son grand-père soit super ami avec le diable depuis des centaines d'années. Tout va bien, et qu'un jour en fait ils aient besoin de son aide. Je sais pas trop où on va pour être honnête, mais c'est voilà un livre du coup, je sais pas si c'est la couverture ou le résumé qui a retenu mon attention, mais je trouve que c'est plutôt intriguant, donc j'aurais bien envie de le découvrir aussi. Le 13 janvier, on repart dans le monde de la BD, va sortir le tome 1 de Terra Prohibita par un de mes auteurs chouchous en BD, c'est Denis-Pierre Philippi et Patrick Lehomont aux éditions Glénat. Vous savez, je vous ai déjà parlé de Denis-Pierre Philippi, notamment lorsque j'ai évoqué la BD de la collection Mickey là, où c'était, je ne sais plus le titre, mais je vous le remettrai là. Du coup, c'est une BD sur l'univers de Mickey, vous savez, que sort Glénat régulièrement. C'est vraiment une collection qui regroupe les aventures de ce personnage en particulier et d'autres, où en fait ce n'est pas à chaque fois les mêmes auteurs. Du coup ça permet en fait de retrouver à chaque fois un type de scénario, un type d'intrigue et aussi une patte graphique différente. Mais je vous avoue qu'il y a un duo du coup d'auteurs voilà, que moi j'apprécie particulièrement, dont Denis-Pierre Philippi fait partie. Voilà, il y a une patte, il y a quelque chose qui me plaît énormément. Et voilà, je suis ravie de le retrouver. Vous allez voir d'ailleurs que entre l'univers de Mickey et cette BD, alors peut-être que je m'avance, mais le peu que j'en ai vu, j'ai trouvé quelques similitudes quand même. Donc voilà, je suis assez curieuse de le découvrir. En ce qui concerne du coup le résumé, on va parler du coup d'un monde interdit, d'une jungle luxuriante. En fait, l'Angleterre du coup a vu sa végétation se reproduire, voilà, s'étendre vraiment de façon assez incontrôlable. Donc la Terre a été abandonnée, enfin l'Angleterre du coup a été abandonnée entre autres par ses habitants. On est sur quelque chose d'un peu steampunk a priori, avec des petites bribes d'annihilation ou d'avatar encore. Donc voilà, un petit peu dans ce genre-là, avec un fond de jungle du coup, de pègre aussi. Alors voilà, l'île a été donc abandonnée par ses habitants et a été investie par des espèces un peu mutantes, etc. Donc voilà, a été interdite d'accès, genre
Terra Prohibita, hein, du coup d'où le titre. Donc voilà, malgré tout, les chercheurs pensent qu'il y a une vraie richesse quand même dans cette végétation toute nouvelle, un petit peu qui reprend un petit peu ses droits. Et on va suivre apparemment une bande de personnages qui tentent de percer un petit peu le secret de cette contamination un peu mystérieuse. Bon, sachant que apparemment chacun d'entre eux poursuit aussi des buts bien personnels. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai trouvé ça ultra intriguant et connaissant le travail qu'a pu faire Denis-Pierre Philippi sur les BD concernant Mickey, vraiment, je crois que ça peut être un vrai bonheur et un pur chef-d'œuvre à découvrir. Et en plus, je crois que cette BD est une duologie, donc il y aura que 2 tomes. On est bien content parce que bon, on a enfin moi perso j'adore les sagas aussi très longues, mais c'est vrai que c'est bien de se dire que voilà, on aura conclu l'histoire en 2 tomes seulement et ce sera largement suffisant. Le 15 janvier cette fois, mais toujours aux éditions d'Argo, on va pouvoir découvrir un album graphique qui me tente énormément. Il s'appelle Blanc autour, il est réalisé par Wilfried Lupano au scénario et Stéphane Fer au dessin. On est sur un album graphique de 140 pages à peu près, donc tout public du coup qui va concerner le thème un petit peu historique, qui va revenir sur un important épisode de l'histoire. Donc on est, je crois, en 1830 à peu près, à Canterbury, donc une petite ville du Connecticut. Donc on va suivre l'histoire de cette institutrice Prudence qui du coup fait la classe donc aux enfants de la ville, et elle accueille un jour dans sa classe une jeune fille, donc Sarah il me semble qu'elle s'appelle, qui a la peau noire, et malheureusement du coup cette exception va poser problème en fait aux habitants de la ville. On est en 1830 et encore à cette époque, voilà, le mélange des couleurs, ça ne se fait pas pour certaines personnes. Bref, je m'arrête là sans commentaire. Je ne vais pas commenter parce que... Voilà. Et alors ces habitants du coup menacent l'institutrice si elle continue d'enseigner en même temps à Sarah, du coup de retirer carrément leurs enfants de l'école. Et du coup... qui est assez incroyable, c'est que cette femme, du coup, décide de les prendre au mot et d'ouvrir en fait donc la première école du coup destinée aux jeunes filles de couleur noire des États-Unis, 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, ce qui est absolument incroyable du coup. Et rien que de commencer à en parler, j'en ai des frissons. je me dis que voilà, cette découverte, enfin j'ai vraiment trop envie, ça me donne trop envie. Et voilà, des jeunes filles du coup vont débarquer d'un peu partout pour pouvoir du coup accéder à cette éducation. Et elles vont, malgré elles, se rendre compte en fait du danger qu'elles incarnent et de la haine, de la véritable haine qu'elles suscitent. Je pense que ça va pas être tout simple à lire parce que malheureusement il va y avoir des réactions de haine pure en fait. Je pense que c'est la peur aussi qui a fait parler du coup certaines personnes et ça les transforme en monstres. Enfin, donc voilà, ça va aller assez loin du coup. Le groupe de personnes du coup qui va contre-attaquer parce que il va y avoir des habitants qui vont contre-attaquer, hein. Je crois que c'est mené par un juge ou un truc comme ça, enfin bref, et ils vont accuser du coup l'institutrice d'avoir violé la loi, ils vont l'emprisonner, enfin ça va être voilà, ça va être une histoire je pense pas forcément facile mais ultra intéressante, et vraiment je trouve que voilà, ce postulat de départ est hyper intriguant. Et c'est une manière d'aborder du coup un épisode de l'histoire avec, j'en suis sûre, un scénario au top, parce que le scénario du coup par Wilfried Lupano qui est aussi l'auteur des Vieux Fourneaux. Donc voilà, je pense que ça va être fait de manière à s'inspirer de faits réels, mais du coup pour montrer, en tout cas pour faire ressortir les notions de solidarité, de sororité entre ces élèves du coup de cette école. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Apparemment le dessin que je ne connais pas encore de Stéphane Fer est très doux, et donc voilà, le mariage, la combinaison des deux va être très très intéressante, et je crois va vraiment porter du coup ce sujet hyper important qu'il est bon de ne pas oublier. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cet album graphique. Je crois que ça va être voilà, ça va être une très jolie sortie.
Le 19 janvier va sortir Le doux parfum de la vérité par Lucy Diamond aux éditions Charleston. Et alors là on est sur une histoire un petit peu je trouve voilà qui change. On va suivre Polly qui est une femme du coup qui habite à Londres, qui bosse dans une boîte depuis très longtemps pour lequel elle a tout donné. C'est vraiment c'est devenu une vraie fille de la ville qui a tout consacré qui a tout donné pour son travail, qui s'y est consacrée corps et âme jusqu'au jour où elle est brutalement licenciée. Et là, elle perd un peu pied parce que du coup c'était toute sa vie, elle va être obligée de quitter son appartement, de quitter sa vie, de quitter sa ville, et elle va se réfugier du coup, bon gré mal gré, chez sa sœur Claire qui vit je crois dans le Hampshire, d'où elles sont originaires, qui habite du coup dans un petit village, du coup qui n'a plus rien à voir avec ce qu'a connu Polly pendant des années, et donc ces deux sœurs vont se retrouver du coup à devoir cohabiter, sauf que ces deux sœurs ça fait des années et des années qu'elles ne se parlent plus, elles n'ont plus grand chose en commun depuis que Polly est partie s'installer du coup à Londres. Donc voilà, ça va être cette redécouverte entre ces deux sœurs, ces secrets enfouis, ces non-dits, etc. Ce sera peut-être l'occasion de se libérer de certaines choses pour mieux se retrouver en fait. Bref, c'est amené comme un roman hyper pétillant, hyper solaire, qui vraiment, voilà, met du baume au cœur, réchauffe les cœurs, donc je me dis que voilà, sur un petit coup de mou dans la période hivernale, ça peut être sympathique. Accrochez-vous, c'est bientôt la fin. Pour les prochaines sorties dont je vais vous parler immédiatement, je ne m'arrêterai pas sur le résumé parce que ce sont des œuvres assez connues et en plus ce sont des tomes assez avancés, donc bon voilà. Je vais parler bien sûr de la sortie prévue le 20 janvier en format poche des tomes 5, 6 et 7 des archives de Rochard. Donc il s'agit de Justicière 1 et Justicière 2 pour les tomes 5 et 6 et Rythme de guerre 1 pour le tome 7 par Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche évidemment. On est sur la saga fantasy épique à succès de Brandon Sanderson, donc mondialement connu et plusieurs fois primé aux États-Unis. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir le résumé en barre d'infos. Honnêtement, tout ce que je pourrais vous en dire ne lui rendrait pas justice, donc je préfère m'abstenir, mais je suis contente de savoir que en format poche sont sortis déjà, vont sortir déjà les 5, 6 et 7e tomes. Le 21 janvier va sortir le tome 3 d'Alpi The Soul Sender par Rona aux éditions Kiyun. Là encore la vidéo est assez longue donc je m'arrêterai pas sur un gros résumé. Vous savez, on est sur un manga qui va aborder des thèmes d'écologie, de la nature, de conservation, blablabla. Donc voilà, je vous invite à consulter mon ancienne vidéo du coup qui sera là, où je vous en fais un petit résumé, ou alors le résumé du coup qui se trouve en barre d'infos bien évidemment. Bref, je n'ai toujours pas lu le tome 1 que j'ai dans ma palle de ce manga, donc il va falloir que je m'y mette du coup pour rattraper mon retard parce que je suis à peu près sûre que je vais apprécier. Là je m'engage, mais voilà, on en reparle, mais du coup voilà, le tome 3 sort, donc ce qui est très très bien. Et pour finir, le 21 janvier sortent 2 titres du coup d'une même collection, donc il s'agit de la collection Scrineo Mythologie. Voilà, dont j'ai découvert un premier titre il y a quelques jours ou quelques semaines, bref j'ai adoré. Donc là je vous parle de Moi Méduse et Moi Polyphème Cyclope, du coup qui sont écrits par Sylvie Bossier et donc comme je vous disais aux éditions Scrineo dans la collection Mythologie. Donc je vous ai parlé il y a quelques temps de Moi le Minotaure, que j'ai découvert et que j'ai littéralement adoré. Ça m'a crevé le cœur. Peut-être que je vous en ai pas parlé encore sur YouTube, mais j'en ai parlé sur Instagram. Et voilà, ça a été voilà, une petite lecture hyper sympa et en même temps voilà, ça laisse pas indifférent, ça laisse vraiment pas indifférent. On est sur le concept bien sûr pour les amoureux de la mythologie, c'est un vrai régal, sauf que on nous raconte en fait des épisodes de la mythologie concernant certains personnages en particulier, mais ce qui est intéressant c'est que Sylvie Bossier nous propose de les découvrir, de découvrir ces récits d'un autre point de vue et du point de vue en fait du monstre, du monstre de l'histoire entre guillemets, et on découvre par la même occasion que peut-être que ces monstres
Voilà, est-ce qu'ils sont vraiment les méchants de l'histoire? Peut-être pas, ça dépend comment on la raconte. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. On est sur des petits livres hein, jeunesse, donc écrits assez gros, hyper agréable à lire. Et alors voilà, l'écriture est très très sympa. C'est très abordable et très bien écrit. On est sur un petit livre d'une centaine de pages à peine. Et encore, je vais vous en parler, il n'y a pas que le récit dedans. Donc voilà, ça va assez vite, mais c'est vraiment hyper sympa. Ça fait appel à notre empathie. Bon, du coup, comme c'est un livre jeunesse à destination des enfants, donc ça fait vraiment travailler leur empathie, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre ce qu'ils peuvent, enfin ce que les autres peuvent ressentir dans telle situation, bref, etc. J'adore, vraiment, j'adore parce que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver toute notre vie, qu'on soit enfant ou adulte. L'empathie est une qualité vraiment hyper, pour ma part, enfin à mon avis, hyper importante. Donc voilà, ça se travaille, ça se cultive, c'est important de la travailler tout au long de notre vie. Donc j'arrête, mais vraiment j'ai adoré cette partie-là. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, en plus du récit, du coup... voilà, de l'histoire mythologie, on a tout un petit dossier du coup qui revient sur la mythologie originale, ou avec des choses comme la représentation dans l'art, etc. Vraiment un petit dossier aussi, ça va assez vite, mais c'est quand même ultra complet. Et puis en plus on a un cahier de jeu à la fin vraiment du livre, voilà, pour revenir un peu sur les différentes histoires, les différents éléments du coup importants à retenir. Bref, c'est hyper bien fait, c'est vraiment très sympathique, en plus en tant qu'objet livre c'est vraiment superbe, donc voilà, je suis très très contente. Je vous avoue que j'ai les 2 premiers tomes, donc moi j'ai Moi le Minotaure et Moi Ligia Sirène. Voilà, j'ai lu Moi le Minotaure, j'ai été conquise, j'ai hâte de découvrir Moi Ligia Sirène, et du coup, encore plus, je suis ravie de pouvoir enchaîner avec Moi Méduse et Moi Polyphème Cyclope, vraiment un régal, vraiment à conseiller entre toutes les mains, que ce soit enfant ou adulte, c'est un régal. Oui, c'est conseillé à partir de 10 ans, mais alors après, c'est banco. Voilà les 25 titres que j'ai retenus pour les sorties livresques de janvier 2021. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres d'annoncés et qui sont très intéressants aussi, qui ont été annoncés en fait après que je fasse ma sélection, c'est fort possible, donc ne soyez pas étonnés, mais au moment où j'ai repéré les titres, voilà, c'est ceux qui ont attiré le plus mon attention. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y avait un petit peu tout pour tout le monde, je pense. Donc voilà, je suis en tout cas très très impatiente. Je sais pas pourquoi, mais ouais, je suis très impatiente d'être en janvier 2021. Tout ne redeviendra pas à la normale, voilà, parce qu'on est en 2021. Mais ça fait du bien de prendre un nouveau souffle. En plus, c'est mon mois d'anniversaire. Donc voilà, je suis ravie de vieillir d'une année de plus. Vraiment, ça me met en joie. Mais bon, on va essayer de fêter ça malgré tout, voilà, d'une façon ou d'une autre, en visio, ou je ne sais pas. Bref. Mais voilà, je suis vraiment contente de passer... Du coup, de tourner la page de cette année 2020, ça va faire du bien, j'espère qu'à vous aussi. Voilà, et puis avec cette annonce de titres du coup hyper sympa, et j'ai déjà repéré pour les mois suivants des titres. Ah là, ça va être trop trop bien, j'ai trop hâte de vous en parler. Donc en attendant, on va pas épiloguer. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer juste en dessous sur s'abonner, donc comme ça vous aurez le rappel de mes vidéos à chaque fois qu'elles sortiront. Vous pouvez bien évidemment cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça me fera plaisir, ça fera vivre la chaîne, ça ne vous prend pas longtemps et ça ne vous coûte rien. Et alors encore mieux si vous avez quelques secondes pour laisser un petit commentaire, me dire si vous avez des titres qui vous intéressent, si vous en avez repéré d'autres, ça m'intéresserait aussi beaucoup de connaître voilà, votre petite sélection à vous. Et bien n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Et en attendant, voilà, si vous voulez me retrouver sur Instagram, mon compte est également en barre d'infos tout à la fin. Donc voilà, ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera là-bas. Je crois que j'ai tout dit cette fois. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que les fêtes de fin d'année se préparent tranquillement, toujours dans les bonnes conditions du coup pour prendre soin de vous et de vos proches. En attendant, je vous souhaite donc bien évidemment de très belles fêtes de fin d'année. C'est un moment de joie, j'espère, pour vous. Voilà, je vous retrouve très très vite et je vous fais plein de gros bisous.